سلام. Alors, rapide capsule lors de laquelle je vais faire un rapide point de situation concernant Gaza. Ensuite, je parlerai rapidement de l'attentat en France récemment, qui a vu la mort de 2 gardiens de prison. Je parlerai des élections pour les députés de l'Union européenne. Et le sentiment que j'ai qu'il faudrait voter Asselineau. Je parlerai également de la Nouvelle-Calédonie. Je parlerai du portrait du roi Charles. Et d'une façon générale des portraits qui sont faits par l'artiste. Je parlerai du parcours de la flamme olympique. Je parlerai de la tentative d'assassinat et pour l'instant l'état de santé de Robert Fico, le Premier ministre slovaque, est stabilisé, mais il a perdu énormément de sang et on ne sait pas dans quelles conditions il est réellement aujourd'hui, même si les nouvelles sont plutôt rassurantes après avoir été particulièrement inquiétantes. Je parlerai des violences et de la répression terrible qui a eu lieu dans tous les pays occidentaux concernant les polices dans les universités, mais pas que. Je parlerai de la visite de Vladimir Poutine chez Xi Jinping, du changement du ministre de la Défense et d'autres changements de ministres, et également de tout ce qui est mis en œuvre pour essayer de confisquer les 300 milliards au moins d'avoirs russes qui ont été confisqués, mais également l'argent qui a été confisqué à des Russes qui avaient de l'argent hors de Russie et dans des pays complices de cette opération. Je parlerai de l'état du front ukrainien. Et puis sinon, beaucoup plus rapidement, je parlerai des sondages aux États-Unis par rapport à la présidentielle qui arrive. Je parlerai de la censure et des lois dans ce domaine, mais également de la censure dans la résistance. Je parlerai rapidement des voitures électriques et vraiment des problèmes que ça représente. Je parlerai des pluies massives, des incendies, également du Festival de Cannes. Voilà, donc il y a une actualité qui est véritablement très forte. Comme je vous avais annoncé, je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement. Également, je vous l'avais annoncé et ça se concrétise. Je commence mon voyage partout en France et pour l'instant y compris en Suisse. Mais je pense que rapidement j'irai en Belgique et je retournerai en Suisse et j'irai dans différents endroits pour aller à votre rencontre, discuter. Évidemment, échanger directement avec vous, mais avec une méthode qui m'est propre dans ces conférences débats, essayer de faire en sorte que les personnes qui assistent à ces conférences aient l'envie également de se rencontrer et de créer des liens entre elles, des liens de proximité, puisque je pense que c'est la clé. Alors, il y en a pas mal qui me demandent comment elles peuvent m'aider dans cette démarche qui est la mienne sur Internet, puisque je consacre beaucoup de temps, que ce soit sur X, ex-Twitter, mais également pour écrire mes lettres Substack, pour écrire des articles parfois dans d'autres médias et pour YouTube. Bien, ce qui est assez simple, c'est alors j'ai un compte PayPal, donc je mettrai le lien. J'ai aussi un compte avec Tipeee. J'ai un compte sur Substack qui permet de payer facilement avec carte bleue, donc de prendre des abonnements et ça démarre à 5 €, donc c'est assez facile. Et en plus, vous serez dans ma base de données d'email. Sachez que tout ça, évidemment, tout ce que je fais est gratuit puisque je ne veux aucune ségrégation par l'argent. Je ne veux pas que quelqu'un, sous prétexte qu'il n'a pas les moyens, puisse ne pas avoir accès à l'intégralité de ce que je dis.
Donc je comprends qu'en faisant ça, eh bien je ne pousse pas à m'aider si jamais mes contenus sont de qualité, comme le font beaucoup de mes amis, en ayant des contenus partiellement gratuits et leur meilleur contenu payant, etc. Moi, je veux pas faire ça. Je pense que l'information est gratuite, mais que l'altruisme peut être réciproque. C'est-à-dire que si un certain nombre de personnes ont plus de moyens que d'autres, ou l'envie de mettre une petite partie de leurs moyens pour m'accompagner, ce sera vraiment utile et magnifique. Je vends également des pots de miel, donc vous pouvez me proposer des rencontres autour de pots de miel, et moi-même j'en propose très régulièrement à Paris. Et ça donne l'occasion à des échanges véritablement sympathiques. Donc je vous mettrai dans le bandeau de cette vidéo les éléments. Alors voilà, merci de évidemment liker, merci de partager cette vidéo, merci d'en parler, merci de la commenter, mais je m'applique toujours, en tout cas pendant les premiers jours d'une vidéo, à regarder et à répondre aux commentaires. Après c'est plus compliqué parce que ça demanderait presque d'avoir quelqu'un qui ne fait que ça pour aller vérifier. Donc voilà, en tout cas je vous remercie ceux qui prennent la peine de commenter et de rentrer dans une dynamique d'échange avec moi. Et c'est vrai également sur X, où je suis plusieurs milliers de comptes, et avec lesquels, plusieurs centaines, avec lesquels je suis amené avec beaucoup de plaisir à échanger assez régulièrement. Donc il y a ce que vous voyez, mes tweets, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en dehors des tweets ou des vidéos, avec des échanges qui se construisent et qui s'affinent sur le temps. Alors je serai, juste pour vous donner quelques dates, je serai le 4 juin en conférence à Grenoble, donc Grenoble le 4 juin. Le 11 juin, je serai à Lausanne. Fin juin, je vais être, donc la dernière semaine de juin, je serai à Sanary-les-Bains. Et là, il y aura vraisemblablement des rencontres, pique-niques. Alors, je ne sais pas si j'irai moi-même jusqu'à Aix ou si j'irai à Toulon, Saint-Tropez, où je vous proposerai de venir me retrouver. Mais en tout cas, ça, c'est prévu. Vers mi-juillet, il y aura une conférence à Bordeaux et il y a beaucoup d'autres dates qui sont en train d'être discutées, puisque mon intention est vraiment d'aller à votre rencontre et d'essayer de dynamiser les choses. The crime of genocide in relation to the Palestinians in Gaza. Mais il faudrait résumer le problème sans rentrer trop dans les détails. Столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Depuis toujours, Vladimir Poutine est parfaitement clair avec l'Occident. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, но по некоторым компонентам... Après tout ce temps, que faire pour que vous compreniez ?
Alors concernant Gaza, au-delà du fait que chaque jour, il y a des nouveaux morts civils par dizaines, il y a des nouveaux enfants qui sont tués, et à chaque fois c'est des exactions abominables, puisque par exemple le dernier massacre en date, ce sont des gens qui étaient réunis pour recharger leur téléphone, parce que comme vous imaginez, on ne trouve pas d'électricité partout à Gaza, c'est même de plus en plus rare, de plus en plus difficile, puisque les gens vivent au milieu de décombres, ils ont de l'eau qui est insalubre, de la nourriture qui arrive véritablement au compte-gouttes, ils n'ont plus rien de frais, plus rien de naturel, puisqu'en fait ça sert à rien d'envoyer des produits frais à Gaza, vu que Israël met un temps considérable à laisser passer les camions, et même une fois qu'ils laissent passer les camions, il y a des bandes de colons, il y a des bandes d'Israéliens qui se mettent sur le chemin, les empêchent de passer, sabotent et déchirent les sacs de riz, empêchent les chauffeurs de passer, et tout ça d'ailleurs devant l'armée qui ne fait rien. Au contraire, ils prennent des thés ensemble. Il y a un cynisme qui est considérable, et on se demande d'ailleurs véritablement pourquoi la Cour pénale internationale ne sévit pas. Bon, pour la Cour internationale de justice, c'est normal, c'est un procès. Donc là, d'ici quelques mois, il y aura les conclusions complémentaires de l'Afrique du Sud, mais qui a été rejoint dans son attaque pour génocide d'Israël à Gaza. Donc pour obtenir une condamnation par la Cour internationale de justice d'Israël. Beaucoup de pays ont rejoint cette plainte, aucun pays de l'Union européenne, évidemment pas la France. On attend de voir ce que décideront de faire la Russie et la Chine, mais elles élèvent de plus en plus le ton. Je vous rappelle que l'ambassadeur chinois a parlé récemment de ce qui se passait à Gaza dans les termes les plus fermes, et que ce soit aux Nations Unies ou lors de conférences de presse, que les Russes également en parlent de façon extrêmement ferme et sans aucune ambiguïté, alors que pendant longtemps, on sentait que c'était un territoire plus ou moins interdit, y compris pour les Russes, et ce qui avait permis à beaucoup de faire croire qu'en fait, Vladimir Poutine était quelque part complice de toutes ces exactions. Mais on sait également que sur le terrain militaire, beaucoup de choses ont changé avec la réaction de l'armée iranienne, qui avait été très ferme en envoyant des centaines de drones et de missiles, et dans la foulée russes et chinois qui avaient confirmé qu'ils étaient des partenaires stratégiques de l'Iran et qu'ils refuseraient évidemment qu'il y ait la moindre attaque contre le territoire iranien. Donc comment les choses vont évoluer, on ne sait pas. On sait également que les Houthis maintenant visent et l'annonce des bateaux militaires américains qui sont sur zone, sachant que les bateaux non militaires américains qui sont dans la mer Rouge ont quasiment tous quitté cette région, dont les bateaux français, sachant qu'il y a beaucoup de bateaux dans la Méditerranée, dans la zone de l'Adriatique, dont le Charles de Gaulle. Donc c'est véritablement une poudrière dans laquelle, encore une fois, chaque jour, il y a des dizaines, parfois des centaines de personnes tuées, beaucoup de personnels médicaux. Le chiffre est de 500. Je ne sais pas si vous imaginez 500. Si on ramène le chiffre de 500 personnels médicaux tués à Gaza à l'échelle de la France, on arriverait à 20 000 personnels médicaux tués en France. Donc vous imaginez le désastre si 20 000 personnes travaillant dans le domaine médical en France étaient tuées. Ce serait une désorganisation complète de tout le système de santé. Et parmi eux, on a eu des chirurgiens orthopédiques qui essayaient de limiter les dégâts de jeunes enfants estropiés ou de femmes, etc. Enfin, c'est monstrueux ce qui se passe, mais le plus monstrueux, c'est véritablement de tuer les Palestiniens quand ils vont essayer de récupérer de la nourriture. On a vu ça à de multiples reprises, de les tuer quand ils essayent d'aller vers des points internet ou des points pour recharger leur téléphone. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, les journalistes sont tués et les personnes sont tuées quand elles essayent de recharger leur téléphone, ce qui fait qu'évidemment, les images sont plus rares et elles peuvent être plus facilement, entre guillemets, contestées. Et puis par ailleurs, elles n'ont pas d'accès, puisqu'en fait, Israël a complètement, quasiment bloqué l'Internet à Gaza, et donc à part les chaînes de télé comme Al Jazeera qui étaient présentes sur place
et qui avaient des systèmes de téléphone par satellite, etc. Tout ça, c'est devenu particulièrement compliqué pour faire venir des informations de Gaza. Je rappelle d'ailleurs que pour une grande démocratie très morale, aucune enquête n'avance sur les charniers en face de l'hôpital Al-Nasser. On était à plus de 400 cadavres, dont des cadavres d'enfants, souvent attachés avec des balles tirées dans le dos, etc. Bon, évidemment, c'est presque anecdotique quand on a un total de morts de 35 000, un total d'estropiés et d'handicapés de plus de 90 000, et un peuple véritablement sur la corde raide, dans un ghetto sous blocus, sans eau de bonne qualité, mais ça depuis le début de l'opération terrestre qui continue avec Rafah, et on s'étonne d'ailleurs de la réaction très faible de l'Égypte, qui était pourtant le pays qui contrôle Rafah. Il y aurait déjà beaucoup de choses à dire sur Rafah, donc ayons véritablement une pensée pour les Palestiniens, puisque ce qui se passe là-bas, c'est une manière de tuer l'humanité et d'expliquer qu'en réalité, on peut avoir des punitions collectives de cette ampleur, en partant du principe qu'une partie ou la totalité de ce qui a été dit sur le 7 octobre était vrai. Est-ce que ça justifie tout ça? Est-ce que le fait qu'il y ait des otages justifie tout ça? D'autant qu'on apprend régulièrement que des otages sont tués par les bombardements très précis de l'armée israélienne. On apprend également que l'armée israélienne tue régulièrement ses propres soldats, comme on avait découvert que l'armée israélienne avait tué un grand nombre de personnes lors des événements du 7 octobre, ce qui a mis du temps à être démontré. Et vous savez bien que tout ce qui met du temps à être démontré, malheureusement, ça ne touche qu'une infime partie de la population, parce qu'en fait, on a la séquence de l'actualité qui se cristallise, donc on a tout ce qui a été dit sur le 7 octobre qui se cristallise, et même ce qui va montrer, comme le dossier Mur de Jéricho, qui a véritablement des doutes sur le rôle du gouvernement de Netanyahou, et voire beaucoup plus sur l'organisation de ces événements. Il y a des doutes sur qui a tué quoi, et on se rappelle qu'il y avait beaucoup de doutes aussi sur toutes ces personnes qui avaient été vues comme étant kidnappées, puis qui le soir même étaient là. Tout ça, ça avait l'air d'être vraiment très rocambolesque. Mais malheureusement, à part Al Jazeera qui est censuré maintenant complètement en Israël, et un peu d'ailleurs quelques grands journaux anglais, eh bien dans les grands médias français, il ne se passe rien. D'ailleurs en Europe, le seul pays dans lequel il y a un peu dans les grands pays européens, un peu de liberté de presse sur ce sujet, c'est véritablement l'Angleterre, et on peut remercier en Angleterre le parti, par exemple, de George Galloway, qui ont une influence remarquable sur ces choses-là. Ce qui me permet de dire, pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe en Angleterre, que quand on a quelqu'un qui est véritablement une grande gueule, qui connaît les dossiers, qui a pas peur de s'exprimer, eh bien c'est intéressant. Et quand on regarde le paysage politique français, on se rend compte qu'une des personnes qui peut-être peut parler le plus fermement, qui a une vraie connaissance des dossiers, construction des dossiers, c'est peut-être Asselineau, et ça pourrait être intéressant de l'avoir au niveau du Parlement de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, en l'état actuel des choses, j'aurais tendance à dire c'est vers lui que j'apporte mon aide pendant la suite de la campagne, évidemment sans aucune contrepartie, parce que j'ai pas envie de faire de la politique. J'aimerais que d'autres partis évidemment réfléchissent à s'unir pour qu'il y en ait plusieurs ensemble qui aient la chance de dépasser le seuil des 5% et d'avoir des députés et des remboursements, parce que quel dommage sinon de passer son temps à participer vainement à des processus électoraux. Évidemment, on sait comment ça se passera à la fin, tout va se cristalliser sur une espèce de notion de vote utile, mais en l'état actuel, je pense que Asselineau est le candidat important à soutenir. Les attentats en France, alors je dois avouer que je m'occupe le moins possible de la situation en France, parce que c'est
et tout est manifestement encore plus sensible que de s'exprimer ce qui peut se passer ailleurs. Alors déjà, je suis profondément triste pour les gardiens de prison et tous les gens de cette profession, puisque c'est pas normal d'avoir un métier et de craindre quand on va faire son travail d'être tué. Ce que je constate également, c'est qu'il y a des armes de guerre, comme les Russes nous l'avaient dit, qui maintenant arrivent manifestement en grande quantité des marchés noirs d'Ukraine. Et là, ce sont des mitraillettes. On peut imaginer que bientôt, il y aura des sortes de bazookas, des manpads, tout type d'armes, et qu'on est peut-être qu'au début de nos surprises. Tout ça arrive dans le contexte de Jeux Olympiques sous très haute surveillance, puisqu'on nous dit au début que la cérémonie d'ouverture serait inoubliable, très populaire, et puis maintenant on nous annonce avec des systèmes d'alarme fous et des SMS fous que Paris sera quasiment une ville fantôme uniquement pour des personnes qui auront reçu un sésame par QR code après avoir accepté d'être suivis en permanence, d'être quasiment écoutés en permanence pour s'assurer qu'ils ne sont pas des terroristes notoires ou qu'ils n'auront pas envie de porter au dernier moment un gilet jaune ou se balader avec des casseroles ou n'importe quoi quand ça a pu arriver. Donc on rentre dans vraiment une parano totale, très compliqué, qui va s'accentuer. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler les ordinateurs perdus ou volés ou autres dans lesquels il y avait des informations confidentielles? Et évidemment, on fait plus ou moins porter ça sur le dos des Russes en disant que comme les Russes sont pas là, ils veulent se venger. Je pense évidemment pas que ce soit le cas. Les Russes ont d'autres préoccupations. Ils ont une première préoccupation, c'est d'assurer la sauvegarde de leur pays en évitant que des pays un peu fous puissent installer des armes nucléaires trop près de leur capitale Moscou et de leurs grandes villes. Donc c'est assez compliqué. C'était une des raisons, avec le non-respect des accords de Minsk et les tentatives en novembre et décembre des Russes d'obtenir de nouveaux accords pour lesquels il y avait eu une fin de non-recevoir. Mais surtout, les Russes essayent de continuer avec les Chinois, avec d'autres pays au sein des BRICS, de changer l'état d'esprit mondial. C'est-à-dire que les Russes ne veulent pas changer toutes les institutions. Ils vont toujours assister, parler, s'exprimer au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils sont toujours partie prenante au sein de l'OMS, même s'ils ont un avis, j'en suis sûr, opposé complètement aux lois mortifères dont voudrait bénéficier l'OMS et qui leur permettrait de prendre le contrôle, pour ainsi dire, de la santé mondiale, donc des moyens de production en cas d'épidémie ou de crise sanitaire grave, ou appelez ça comme vous voulez, ce qui veut dire que des gens très proches de Bill Gates, qu'on a vu agir, mais également des grands laboratoires médicaux, puisqu'il y a beaucoup de cousinage, d'aller-retour dans ces laboratoires. Les gens bossent à l'OMS, puis vont trouver un poste très très bien payé dans des grands laboratoires, puis reviennent, ou si c'est pas eux, c'est leurs neveux ou leurs enfants. Il y a du cousinage, il y a de la corruption, c'est monstrueux, et tout ça, évidemment, à l'insu des peuples, parce que on a de toute façon tellement d'informations à traiter. Moi qui consacre beaucoup de temps, je me rends compte parfois que je suis passé à côté d'informations qui me semblaient rétrospectivement importantes, mais on ne peut pas traiter ça. Et aujourd'hui d'ailleurs, on voit même que les agences de presse, pour traiter l'information, font de plus en plus confiance à l'intelligence artificielle pour résumer des dépêches, etc. Et ça va être de plus en plus le cas. C'est-à-dire que les humains vont être obsolètes, y compris par rapport au traitement de l'information, l'analyse de l'information, comme le sont de plus en plus les médecins, puisqu'en fait, on leur demande uniquement d'exécuter des choses qui pourraient être exécutées peut-être encore plus professionnellement, malheureusement, par des médecins. Ce sera pareil pour les avocats. Donc les procédures, d'ailleurs, se passeront pratiquement sans personne. Vous donnerez vos pièces, vous donnerez les éléments et il y aura une justice par intelligence artificielle. Alors justice, évidemment, entre guillemets. Donc les attentats, c'est
on essaie toujours de faire porter le chapeau aux islamistes, à Daesh. Donc c'est sans cesse véritablement la division. Donc c'est les églises qui brûlent, c'est le pape qui envoie des messages extrêmement perturbants et comme pour Crocus en Russie, c'est Daesh, c'est les islamistes, c'est etc. Sachant que je cache pas qu'il peut y avoir véritablement des problèmes, mais les problèmes viennent des gens qui, que ce soit aux États-Unis, en France, partout, ont ouvert massivement les frontières, ont laissé également l'immigration illégale s'insérer dans les pays, prospérer. Aux États-Unis, même quand vous êtes un illégal, vous avez des cartes bleues, vous avez des formations, vous avez possiblement le droit de voter. Et même si vous êtes accusé de délits, y compris graves, le pays ne vous vire pas. Nouvelle-Calédonie, alors ça devient de pire en pire. Donc là, évidemment, couvre-feu. Après la police, les arrestations massives, etc. Maintenant, c'est l'armée. On voit que c'est la guerre civile. Interdiction de TikTok, pas d'apaisement. Alors, pourquoi? Alors, un certain nombre de personnes disent, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de richesses, le nickel, les routes commerciales. Hein, il faut voir où c'est situé. Hein. C'est à l'est de l'Australie, un peu entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc c'est une région très particulière avec potentiellement pas mal de trafics maritimes commerciaux, même si c'est pas une route véritablement prioritaire. Mais pour la France, c'est un endroit qui est devenu avec le temps beaucoup plus intéressant qu'à l'époque de Bougainvilliers, qui avait trouvé la fameuse plante, le bougainville, et qui avait décidé que c'était devenu un territoire français, puisque la France était le premier pays civilisé à y mettre le pied, parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc les autochtones, en fait, ne sont pas considérés. Et on voudrait considérer que les autochtones aujourd'hui sont finalement minoritaires, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de désir d'autonomie. Alors je vais vous donner un exemple et vous allez bien comprendre. Vous êtes quelqu'un qui possédait un immeuble, et puis vous faites de la location longue durée dans cet immeuble. Et vous avez des gens qui restent pas mal d'années. Puis un jour, les gens disent, mais attends, on voudrait prendre le contrôle de l'immeuble. Et alors, vous dites, non, c'est mon immeuble, vous payez un loyer et en contrepartie, vous avez le droit de rester. Ah oui, mais ça fait 10 ans qu'on est là, on a fait des petits travaux, on a aménagé les cuisines, on a planté dans le jardin quelques vignes, quelques machins, on se sent chez nous ici. Bah oui, vous êtes chez vous ici parce que vous y habitez, mais vous êtes chez moi. Ah oui, mais vous êtes seul, maintenant vos enfants sont partis, machin, etc. Donc déjà, vous pourriez prendre un appart plus petit que celui que vous occupez. Et en plus, on partageait avec nous un certain nombre de choses. Et là, si vous laissez, entre guillemets, s'installer ça, vous avez une dérive qui se met en place et qui fait que sur quelques années, en fait, les gens qui étaient vos clients vont devenir quelque part vos maîtres et vos propriétaires parce qu'ils vont s'entendre entre eux, ils vont devenir plus nombreux et puis après, évidemment, ils vont se disputer aussi parce qu'en fait, il y a cette tendance. Et il faut bien réaliser ça. C'est-à-dire que les Kanaks, ils n'ont jamais voulu s'intégrer, ils n'ont jamais voulu se mélanger, ils ont voulu garder leur tradition. Et alors, évidemment, il y a toujours des exceptions. Hein. Il y a un fameux joueur de l'équipe de France, Carambeu, il y a l'entraîneur de Nantes, enfin il y a Comboiré, enfin il y a beaucoup de Kanaks qui sont venus en métropole, d'autres qui sont venus pour faire des études, qui retournent ou pas, etc. Mais il faut bien reconnaître que c'est leur île depuis la nuit des temps, entre guillemets. Et donc on voit que cette manière de la force, de la violence ou de la pseudo-majorité ou du pouvoir, entre guillemets, permettrait de prendre le contrôle d'un pays. On voit que c'est ce qui se passe évidemment à Gaza. Alors pour l'Afrique du Sud, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, les autochtones, les Kanaks, entre guillemets, d'Afrique du Sud avaient été tous tués par les colons européens qui, quand ils ont fait appel à des Africains, ont voulu, pareil, partager les terres et le pouvoir, n'ont pas voulu. Sauf que
À la différence des Kanaks, les Européens étaient déjà eux-mêmes des colons. Donc c'était entre colons, donc c'était pas normal, entre guillemets. Donc c'est véritablement, à chaque fois, c'est différent. Chaque cas est très particulier. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut véritablement avoir un dialogue pour comprendre honnêtement, de façon droite, de façon en y consacrant le temps qu'il faut, et pour avoir une adhésion, et parce que c'est possible de trouver des solutions, mais des solutions qui vont être respectées et qui n'ont pas vocation, évidemment, sur la durée, à être des mauvais accords, parce qu'on sait bien que parfois, il y a des choses qui sont négociées, et face à vous, vous avez des gens qui n'ont pas l'habitude de négocier et qui vont tomber dans des pièges. Et alors sachez, tout à l'heure j'évoquais rapidement Cour internationale de justice, Cour pénale internationale, la seule raison pour laquelle Israël se bat mordicus pour qu'il n'y ait pas de mandat d'arrêt contre le gouvernement, contre le Premier ministre, contre d'autres personnes, parce qu'en fait, une fois qu'il y a un mandat d'arrêt, il y a une grosse liberté de parole qui s'installe, il y a énormément de libertés qui deviennent possibles pour les gens qui contestent les exactions d'Israël, alors que tant qu'il n'y a pas ça, eh bien, vous êtes en danger d'être attaqué pour diffamation, pour ceci ou cela. Et donc, les Israéliens, les lobbyistes qui travaillent avec eux, les spin doctors qui travaillent avec eux, savent très bien que le danger, c'est d'être accolé à une étiquette. Donc, à partir du moment, par exemple, où la Cour internationale de justice a accepté de prendre le cas de génocide, ça veut dire qu'il y avait assez d'éléments. Donc, ça ouvre un petit peu la porte pour utiliser ce vocable, mais uniquement un petit peu, en étant relativement prudent. Et donc, toutes ces choses sont extrêmement importante. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour des grands groupes internationaux et qui signaient des contrats. Et parfois, face à vous, vous avez des États, des pays qui sont nettement moins au fait des sujets qui sont dans le contrat, parce que face à vous, vous avez un énarque qui a jamais fait ça de sa vie, donc ça va l'amuser intellectuellement, mais évidemment, c'est comme une partie d'échecs contre un débutant. Vous allez lui tendre plein de pièges et il va tomber dans la plupart des pièges, et vous allez réussir à glisser dans le contrat des clauses qui vont être extrêmement dangereuses. On connaît tous les contrats pour les autoroutes, par exemple, qui ont été des contrats où l'État a été ridiculisé, roulé dans la farine et lié en permanence. C'est pour ça que c'est d'une rentabilité extraordinaire pour les gens qui ont des autoroutes, pareil pour les parkings, pareil pour tout ça, parce que au-delà des possibles pressions, des possibles compromission et éventuellement de corruption active ou passive, bien c'est surtout de l'incompétence. Donc il y a beaucoup d'incompétence, mais qui est compréhensible pour plein de raisons. En tout cas, pour la Nouvelle-Calédonie, c'est une situation qui est extrêmement préoccupante parce que ça fera évidemment un précédent et on remarque cette tendance à régler les choses par la violence, mais surtout, encore une fois, des éléments de langage pour faire passer les Kanaks, encore une fois, pour les méchants, alors qu'en fait, ils essayent juste de sauvegarder leur île, ils essayent de sauvegarder leur identité, et voilà, ils sont chez eux. C'est comme ça, je sais que ça paraît difficile et quand on est patriote on a l'impression que non, mais rappelez-vous les ex-colonies et regardez la manière avec laquelle ça se passe aujourd'hui en Afrique ou ailleurs, c'est compliqué et il faut arrêter avec les systèmes d'élection, majorité, etc. parce que d'une part, les Kanaks sont très peu nombreux à voter, ce qui n'est pas du tout le cas des Occidentaux qui évidemment sont ravis de continuer à avoir un train de vie formidable ou pas là-bas. Moi, je ne connais pas les détails, je sais juste qu'il y a des principes qui sont simples dans ma vie. C'est que on n'envahit pas un territoire sur lequel il y a beaucoup de monde qui sont là depuis longtemps et qui ne sont pas d'accord. Évidemment, c'est une grande partie de mon engagement politique concernant ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, parce qu'il ne faut pas non plus oublier les exactions en Cisjordanie. Alors, le portrait du prince Charles et d'une façon générale, les portraits de cet artiste, Yeo, c'est épouvantable. Donc on a un prince qui a l'air très heureux dans un bain de flammes comme s'il était en enfer, et quand on fait des effets miroirs
et comme si on dépliait entre guillemets en double, alors comme un Rorschach, mais évidemment quand on fait un Rorschach, on peut voir beaucoup de choses, mais là on voit que c'est tellement précis, c'est tellement voulu, et sur ce tableau, mais sur le tableau de Kevin Spacey, le tableau avec Hearst, puisqu'il a fait des portraits de Hearst et de Kevin Spacey également. Donc vous savez, cet acteur très controversé qui est accusé de pédophilie, eh bien, on voit toujours cette manière d'intégrer des images diaboliques, des images sataniques, avec Baal ou Belzébuth, etc. Tout ça, évidemment, en lien avec le portrait officiel d'Emmanuel Macron, avec beaucoup de photos d'Emmanuel Macron. Donc, et puis il y a aussi un petit papillon, un monarque qui rappelle MK Ultra, donc ce programme américain de contrôle de l'esprit pour manipuler les gens. Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire pour le roi Charles, alors qu'il est malade, alors que sa belle-fille a complètement disparu, qu'elle n'est pas réapparue? On se demande d'ailleurs comment tout ça est possible en 2024. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la famille royale depuis qu'elle n'est plus là, puisque je ne pense pas qu'avant il y aurait eu de tels portraits. Et surtout, en fait, il a été complètement complice de la présentation de ce portrait qui lui a été offert. C'est pas une commande du roi, mais il a posé pour le faire, il a joué le jeu. Il était là pour la cérémonie d'inauguration, qui est également extrêmement bizarre. Donc, on sent quand même ce culte satanique. On l'avait vu, et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, au niveau de l'Eurovision. C'est véritablement devenu quelque chose qui est omniprésent dans nos vies, sur nos écrans, partout. Donc quand on plie les billets, on a ça. Quand on regarde dans le détail, à la loupe, certains billets, on a aussi ça à la télé, les soleils noirs, etc. Mais c'est véritablement le portrait officiel de Macron, plein de déclarations. Donc on voit bien, et on revient toujours à cette déclaration de Poutine sur les cannibales, vampires, la fin du bal des vampires. Eh bien, comme je dis souvent, on sent que cette dernière danse, c'est une salsa. Parce que j'ai l'impression que même si je faisais une vidéo tous les jours, il y a tellement de nouveautés qu'on n'en finirait jamais. Et parmi les choses extrêmement graves qui se sont passées, on a eu cette tentative d'assassinat de Robert Fico, le Premier ministre de Slovaquie, qui est, entre guillemets, plutôt russophile, ce qui est rare dans l'Union européenne, mais ce qui est normal, puisque la Slovaquie a un ancien appartenait au bloc de l'URSS. Donc c'est un pays qui est depuis longtemps maintenant en Europe et proche, puis dans l'Union européenne. Mais c'est une tentative d'assassinat qui ressemble véritablement à l'assassinat de Kennedy, à d'autres assassinats. Je pense qu'on n'apprendra pas grand-chose de cet assassin de 71 ans, qui a dû être identifié exactement comme les terroristes de Crocus. Donc c'était quelqu'un d'un peu seul, désœuvré, facilement manipulable, un peu avec des recettes MK Ultra ou avec ceci ou cela. Bon, tirer sur quelqu'un avec 3 fois une voiture en mouvement et sans doute plus 3 fois, c'est pas quelque chose de parfaitement naturel pour quelqu'un de 71 ans. Donc on peut penser qu'il était commandité, sachant que les positions de Robert Fico étaient des positions très embêtantes, puisqu'il était complètement opposé au traité de l'OMS, qui veut dire que l'Union européenne n'aurait pas pu participer à cause des règles d'unanimité, même s'ils essaient de changer ces règles-là. Et puis à lui tout seul, il aurait créé un coin dans lequel peut-être d'autres pays auraient voulu rentrer. Il était évidemment pour l'arrêt de toutes les aides, il était récemment élu, et donc on ne sait pas du tout quel sera le profil de l'intérim du remplacement de Robert Fico, s'il pourra revenir, puisqu'il a été quand même mis dans le coma, il a perdu beaucoup de sang, là sa situation a l'air d'être meilleure, mais pas de certitude. En tout cas, c'est quelque chose d'important, parce que c'est également un message qui est envoyé à tous les chefs d'État qui oseraient s'opposer au diktat des forces de l'Axe ou de l'Empire ou de l'Empire du mensonge, appelez ça comme vous voulez. On a le parcours de la flamme. Alors, où que la flamme passe, ça fait véritablement scandale. D'abord parce qu'il y a une débauche d'argent, une débauche de moyens qui est complètement folle.
Alors, est-ce que c'est pour rendre les Jeux Olympiques populaires, donner envie aux gens d'acheter des billets ultra chers pour les événements? En plus, les méthodes assez McKinsey, il faut dire, sont vous voulez les bonnes dates, il faut aussi acheter des dates de merde. Donc en fait, il y a des gens pour avoir les meilleures dates qui achètent des dates dont ils n'ont pas envie ou des sports dont ils n'ont pas envie. Donc au lieu de les donner ou de les vendre pas cher, il y a des personnes qui les achètent et finalement ce sera pas utile. Donc les gradins seront vides alors même qu'en apparence toutes les places auront été vendues. Donc ça c'est le problème de ces schémas-là, parce qu'évidemment contrairement à la tradition, il n'y a pas de bourse aux échanges de places qui ont été mises en place, il n'y a pas tous ces processus. Donc peut-être il y a des gens qui vont mettre ça sur les sites internet, mais on sait que dans ces cas-là ça ressemble à du marché noir, et possiblement les organisateurs peuvent annuler toutes les places qui se retrouvent en vente sur les sites. Bon, j'ai parlé à maintes reprises de l'organisation des JO, de ce que j'en pense. De toute façon, des JO dans lesquels le pays organisateur se permet de ne pas inviter avec des doubles standards un pays important, en l'occurrence la Russie, franchement c'est honteux. Et c'est purement indigne et scandaleux quand on voit que nous-mêmes on est partie prenante de guerre, qu'on est en train de faire une guerre civile contre des gens désarmés, des Kanaks en Nouvelle-Calédonie, et donc quelque part la France devrait également être interdite de jeu pour utilisation de son armée contre son propre peuple. Voilà, scandaleux. Alors, on observe partout la même fermeté, la même violence des polices. Ce matin, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui est à Lausanne, où je vais faire cette conférence dont je vous ai parlé le 11 juin, donc, et qui passe pas mal de temps à Genève, et qui me disait qu'en fait, tous les étudiants à Genève qui avaient osé manifester pour mettre en avant les exactions d'Israël et la souffrance des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie ont été interdits d'université, interdits d'accès à l'université. Donc ça veut dire que en fait on apprend aux étudiants à ne plus exprimer leur colère, à ne plus exprimer leur point de vue. On leur dit voilà, le droit de manifester, le droit de vous exprimer est rompu. Donc on essaye de processer les gens pour qu'ils deviennent des petites limaces gentils, polis, sages, et c'est véritablement triste. On a en grande pompe, vraiment incroyable, un voyage qui est le premier voyage de Vladimir Poutine en Chine depuis la réélection de Xi Jinping. Donc on se rappelle les images de Xi Jinping quand il était allé en Russie. Et bien là on a des images tout aussi impressionnantes, même si la visite de Vladimir Poutine est plus courte parce que son pays est quand même véritablement sur tous les fronts. J'évoquerai évidemment la volonté de confisquer l'argent russe définitivement et de l'utiliser en Ukraine, ce qui veut dire qu'en fait l'argent va aller dans les caisses des Américains, puisque l'utiliser en Ukraine, on n'est pas du tout en période de reconstruction en Ukraine, on est plus en période d'armement, et donc les Américains vont récupérer des centaines de milliards des Russes. L'Estonie a été le premier pays d'ailleurs de l'Union européenne à voter quasiment unanimement dans leur parlement pour que les biens russes et les avoirs russes qui étaient détenus en Estonie, et il doit y en avoir pas mal, puisque c'est un pays par lequel beaucoup de Russes pouvaient passer depuis longtemps, enfin il y avait des relations qui étaient correctes, pour être pris par l'Ukraine, et donc finalement par les États-Unis ou quelques pays vendeurs d'armes, dont la France, dont l'Allemagne, vendeur d'armes à l'Ukraine, et peut-être même Israël, qui vend beaucoup d'armes en Ukraine, comme on sait, ou même la Turquie d'ailleurs. Alors, vraiment important, je l'évoquais tout à l'heure, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont toujours un discours apaisant. C'est toujours la volonté d'apaisement. Donc il y a toujours cette image d'Épinal qui est de dire mais la Russie, s'ils ont qu'à partir et tout se passera bien. Ou le Hamas, ils ont qu'à rendre les étages et tout se passera bien. C'est pas vrai.
Il y a tout le temps des guerres, il y en a eu 6 en 18 ans d'Israël contre Gaza, et c'est pas des guerres puisque c'est complètement disproportionné. On peut pas utiliser le mot guerre pour quelques soldats terroristes ou résistants, appelez-les comme vous voulez, qui essaient de se battre contre une armée des milliers de fois plus nombreuse et suréquipée, surarmée, qui dispose de toute l'aide, télécommunications, espionnage, satellite, etc. Puisqu'on dit même que certains réseaux sociaux et Google participeraient à placer les gens. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, on voit, c'est la raison pour laquelle par exemple TikTok est interdit en Nouvelle-Calédonie, permettent d'organiser des réunions secrètes, d'organiser des barrages, d'organiser différentes opérations d'occupation. Et donc si vous êtes complice avec le réseau social, eh bien il va pouvoir vous dire quand tel téléphone est connecté, et vous allez pouvoir, pour l'armée israélienne, bombarder avec un drone à cet endroit précisément au moment où le téléphone est connecté. Et donc on est véritablement là dans Terminator, quoi. C'est tout ce que vous ferez sera retenu contre vous, ce qui me permet de rappeler quand même ces lois sur la censure où tout ce qu'on aura dit, mais même dans le passé très lointain, pourra être retenu contre nous. Et plus qu'on aura dit à partir du moment où la loi a changé sur tel ou tel sujet. Mais donc Poutine et Xi essaient de continuer à utiliser autant que possible toutes les organisations internationales, toutes les voies d'apaisement, etc. Il l'avait fait en Ukraine, la Russie, sous l'égide de la Turquie et d'Israël d'ailleurs. L'ancien Premier ministre israélien qui n'a pas tenu longtemps. Et on a vu le résultat, puisque dès que les Russes ont commencé à appliquer en fait l'accord, et ben il y a eu Boutcha et on connaît la suite. Donc combien de temps ils réussiront à résister? Il y a également évidemment le problème des sanctions, il y a le problème des monnaies, il y a le problème des assurances, mais toujours ce message des Russes et des Chinois qui est qu'en fait, il faut absolument que tous les pays deviennent plus patriotes et beaucoup moins mondialistes, qui s'intéressent avant tout à leur peuple plutôt que des espèces d'idées illégitimes, ce drapeau non-binaire qui a flotté à l'Eurovision, LGBT+, etc. En fait, toutes ces choses qui sont pour la perte de l'identité de soi, pour la perte d'identité du pays, et ce qui se passe avec les Kanaks, évidemment, intéresse au plus haut point les Russes. D'ailleurs, j'avais une longue interview pour un journal, j'espère que je vais vite en avoir une copie, et le sujet, c'était justement la Nouvelle-Calédonie, puisqu'ils voulaient comprendre, entre guillemets, ce qui se passait. Sur le front ukrainien, bon bah les Russes avancent maintenant véritablement sur la totalité du front. Donc il y a beaucoup de sites, vous pouvez regarder, il y a plein d'informations très précises sur Telegram en permanence, mais aussi sur X, qui vous permettent de savoir ce qui se passe. Mais on sent qu'il y a aujourd'hui la volonté de prendre, ou en tout cas d'affaiblir considérablement Kharkov, de prendre la ville de Slaviansk, qui est une ville qui est toujours une base d'opérations très importantes de l'Ukraine pour bombarder le Donbass. Kharkov, une ville qui est utilisée pour bombarder massivement la région de Belgorod, où il y a régulièrement des civils qui sont tués, des immeubles qui sont abîmés. Mais également, ça touche Odessa et un peu toute l'Ukraine, puisque ce sont quasiment la totalité des installations électriques en Ukraine qui ont été considérablement abîmées. Et donc, ça veut dire que l'Ukraine va être dépendante pour un certain temps de l'Europe pour son électricité, parce que les installations en question ne sont pas forcément extrêmement rapides à réparer, puisque c'est beaucoup d'installations qui datent de l'époque soviétique, et à part en Russie et dans des pays qui sont restés alliés avec la Russie, comme la Biélorussie ou autres, ils risquent d'avoir du mal à retrouver ce type de choses. Donc ça va encore avoir des conséquences sur l'inflation, comme aura des conséquences sur l'inflation une éventuelle confiscation par l'Occident de l'argent russe, mais qui aurait évidemment un effet boomerang terrible, parce que déjà il y a une grande méfiance envers le dollar et envers, d'une façon générale, les Occidentaux pour plein de pays. Donc s'ils se permettaient de confisquer l'argent des Russes, évidemment cette méfiance s'accélérerait.
On voit la difficulté de trouver des livraisons, mais on voit des livraisons d'armes pour l'Ukraine, alors que d'un côté, que ce soit l'outil industriel militaire russe qui marche à plein régime et qui produit véritablement des armes utiles, exploitables, ce qui me permet juste de rappeler que suite à la réélection de Vladimir Poutine, il y a un certain nombre de changements de ministres. Il y a un système, même si Vladimir Poutine est réélu, ce sera son 5e mandat, il passe par des commissions pour choisir les ministres, etc. Il propose des ministres et les ministres doivent se défendre devant des commissions qui doivent valider ou pas les candidatures. Donc a priori, il va garder l'essentiel de ses ministres, sauf le ministre de la Défense, Shoigu, qui va devenir secrétaire d'une commission de défense, qui est une commission très importante, dont Vladimir Poutine est le président. C'est comme, c'était quelque chose qui existait à l'époque de l'Union soviétique, c'est comme un pouvoir parallèle. Donc vous avez le pouvoir classique d'un pays, et ça, ce serait finalement une structure présidentielle dans des circonstances de guerre. Et donc Shoigu prend ce poste qui lui permet de continuer à avoir un rôle de secrétaire donc de cette commission vis-à-vis du ministère de la Défense, où est placé celui qui était le premier vice-premier ministre, aux côtés donc de Mishustin, et qui est véritablement un économiste très connu. Et donc il y a pas mal d'articles qui ont été écrits sur le sujet, je ne vais pas développer ça trop dans cette capsule, mais le message, c'est comme il y a une économie de guerre, c'est comment cette économie peut profiter globalement à toute l'économie russe, comment éviter de la gabegie, c'est toujours pareil, c'est le risque en guerre du quoi qu'il en coûte. Donc on se rappelle, Macron, guerre quoi qu'il en coûte, ça a coûté des centaines de milliards. Donc la Russie ne veut pas faire comme ça, mais elle ne veut pas non plus qu'il y ait des gens, des pots de vin, de l'argent qui disparaissent, des personnes qui se servent. Et donc Poutine met en place des personnes dont c'est véritablement le métier de gérer, entre guillemets, ça, mais de le gérer d'une manière très professionnelle, avec des objectifs, avec une planification, afin que d'une part, ça réponde sur le long terme aux besoins d'une armée qui est pour l'instant dans une opération spéciale de grande ampleur, mais qui est sous le coup d'une guerre hybride, entre guillemets, de tout l'Occident, pour simplifier. Et donc, comment est-ce que le nouveau ministre de la Défense va articuler les choses, sachant que ça ne change rien par rapport à l'état-major militaire, puisque le chef reste Gerasimov, donc le chef de l'état-major, et donc ça veut dire que toute la structure de commandement militaire ne change pas. C'est vraiment la structure administrative du ministère. Vous remarquez que vous ne pouvez pas devenir général du jour au lendemain, vous ne pouvez pas devenir chef d'état-major de l'armée sans avoir monté, entre guillemets, tous les grades d'officier. En revanche, le choix, on voit bien en France, il s'appelle Le Cornu, le choix du ministre de la Défense. Quand on voit la France, on peut se demander quels sont les critères. Donc en Russie, les critères sont pas forcément uniquement des critères militaires, d'où le choix de quelqu'un qui est véritablement un financier de très haut niveau, extrêmement réputé. Et donc on voit véritablement la volonté de Poutine d'avoir une Russie solide, d'avoir une Russie en état de marche pour longtemps, mais surtout d'avoir une Russie sans corruption. Et donc sans 5e colonne et sans corruption. Et évidemment, les postes en question sont des postes cruciaux pour lutter contre ça. Des pertes immenses au niveau de l'armée ukrainienne, c'est considérable. On voit en plus avec l'usage d'armes très nombreuses, bombardements, mais avec des armes qui paraissaient d'un autre temps, mais qui montrent tout leur intérêt, énormément de drones. Et donc le temps montre l'immense faiblesse de l'Occident par rapport à ce qu'on appelle des guerres de haute intensité. Donc il y a les guerres de basse intensité, haute intensité, et après c'est les guerres nucléaires, ce qu'on aimerait tous évidemment éviter. Et encore une fois, on a le président français
qui lui semble être prêt à distribuer l'arme nucléaire de la France à tout le monde. Peut-être qu'il va même envisager de la mettre à disposition contre les Kanaks. Voilà, donc ce qui se passe aux États-Unis également intéressant. Il y aura peut-être un débat entre Trump et Biden, mais les conditions de Biden pour qu'il y ait un débat sont complètement disproportionnées. Mais Trump se sent tellement fort qu'il est possible qu'il accepte, parce qu'en fait, il a l'espoir dans un débat, même si c'est limité dans le temps à 1 heure ou 1 heure et demie, qui fait partie des clauses demandées par l'équipe Biden, même si les facilitateurs seront tous complètement contre Trump, il y a une telle différence de niveau, de vitalité, de connaissance des dossiers, etc., que Trump se dit, ça vaut la peine. Alors, au cours des dernières semaines, j'ai pris pas mal de fois des voitures électriques, des voitures hybrides ou autres. On sent quand même que tout ça n'est pas au point, qu'il y a un vrai problème pour la durée de chargement, le nombre de bornes utiles, que l'hiver a été désastreuse. C'est pire pour les camions. Donc, je discutais avec quelqu'un qui bosse pour une société où ils ont des camionnettes électrique, et il dit mais c'est catastrophique parce que dès qu'il fait très froid, l'autonomie de la camionnette devient tellement basse qu'on peut même plus faire de tournées, on doit faire des demi-tournées, donc c'est pas du tout professionnel, c'est pas du tout intéressant, et ça devient des catastrophiques à utiliser. Mais on est véritablement dans cette folie. Donc c'est qu'une question d'image, et puis finalement ça ramène au nickel de Nouvelle-Calédonie, puisque quelque part la France dispose de réserves considérables là-bas, et se dit peut-être c'est notre or dans cette époque où les minerais, enfin tout le secteur primaire est important. Beaucoup de pluie, beaucoup d'incendies qui recommencent. On sent que la nature est véritablement en danger, mais pas à cause du réchauffement climatique ou du CO2 ou n'importe quoi. Je ne vais pas faire tout ça, mais qu'invariablement, les endroits où ça a lieu sont souvent des endroits où il y a de l'ingénierie climatique, ou alors où il y a des projets d'infrastructures touristiques, d'infrastructures éoliennes, d'infrastructures solaires, enfin, toutes ces folies. On a pas mal parlé du Festival de Cannes ces dernières semaines, et surtout ces derniers jours sur X, avec des histoires de listes, avec des histoires de partous, avec des histoires de viols, avec des histoires de violence, avec des histoires... Enfin bref, on sent que tout ça c'est finalement très sale, hein, c'est même abject, que tout ça se passe également en petits cercles, c'est voilà, c'est malsain, et c'est toujours les mêmes noms, les mêmes personnes, les mêmes fournisseurs de drogue, les mêmes producteurs, les mêmes budgets. Enfin, il y a une vraie connivence, et que ce soit hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, trisexuel, trans, que vous voulez. Enfin, réellement, on est... la chute des empires, elle s'est toujours passée dans des époques de dépravation sexuelle très forte qui étaient mises en avant comme étant la nouvelle norme. Eh bien, on sent que ceux qui veulent l'apocalypse ont décidé de mettre ça en avant, de faire du prosélytisme de ça, que ce soit au cinéma, que ce soit à la télé, que ce soit dans les écoles. Il y a une forme de nouvelle normalité qui est épouvantable, et c'est là qu'on comprend ce côté peut-être conservateur, traditionnel, appelez ça comme vous voulez, des Russes. Je ne saurais trop vous inviter, puisque le week-end de la Pentecôte arrive, après celui de jeudi de l'Ascension, hein, il y a une semaine, et toute la période de Pâques, allez dans les églises, ressentez les émotions. Je ne sais plus avec qui j'en parlais ce matin, mais il y a véritablement un travail à faire pour se retrouver soi-même, être en ligne avec son âme, ne pas signer de pacte avec le diable, allumer des bougies, prier, ressortez les rosaires. Si vous avez appris des prières, vous pouvez les dire. Si vous n'en connaissez pas par cœur, vous pouvez les inventer. Vous pouvez faire des prières toutes simples,
de toute façon, vous serez entendu si vous parlez avec votre cœur. Donc je vous remercie. Si vous voulez continuer à aider mon aventure et que vous pouvez le faire, faites-le. Moi, mes contenus resteront de toute façon gratuits, donc c'est uniquement la bonne volonté qui fait ça. Si vous avez des idées de conférences, de lieux, d'organisateurs de conférences qui seraient intéressés par m'entendre, eh bien, je serais ravi évidemment de dire oui et d'organiser la logistique, puisque moi je dis oui, hein, pas de censure, contrairement à un certain nombre de personnes au CSI qui ont pris un malin plaisir alors que j'étais invité. J'aurais pu voilà, de s'assurer que j'étais interdit de séjour, et c'est bien triste, c'est bien minable, parce que c'est comme ça que ça se passe, la division, le contrôle des médias, puisqu'en réalité le CSI c'est devenu un média qui est important, un média qui rassemble du monde, un média qui est écouté, un média qui a créé la confiance, et comme à chaque fois qu'il y a des médias qui existent, en fait il y a des personnes qui essayent d'en prendre le contrôle directement ou indirectement. Donc, mais ne soyez pas méfiants, écoutez votre cœur, écoutez tout ce qui vous intéresse, essayez d'en faire votre propre miel, puisque c'est ça la base. Faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre bon sens, faites confiance à votre intelligence, mais ne prenez pas évidemment les paroles telles qu'elles sont. Ayez un rôle de transformation de tout ça. Voilà, donc partagez, likez, merci beaucoup et à très bientôt.